Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Éco. Au programme cette semaine, la guerre commerciale. L'Europe et Emmanuel Macron semblent aujourd'hui engagés dans un bras de fer surréaliste avec Donald Trump. En toile de fond, un projet explosif, l'annexion du Groenland par les États-Unis et en réponse, une escalade économique qui pourrait coûter très cher aux pays européens, notamment à la France. L'Union européenne a-t-elle réellement les moyens d'affronter la première puissance mondiale? Est-elle prête à encaisser une guerre commerciale alors qu'elle dépend des États-Unis pour son énergie, sa finance et sa sécurité? Pour décrypter cette situation inédite, ses conséquences économiques et financières, nous recevons aujourd'hui Sylvain Tiger, fondateur d'Ultrabourse et cofondateur avec Olivier Delamarche de la lettre économique Les Incorruptibles. Sylvain, bonjour. Bonjour Pierre. Sylvain, on va parler d'Emmanuel Macron tout de suite avec vous pour commencer cette émission. Il était au Forum économique de Davos et a dénoncé en anglais et avec des lunettes de soleil sur le nez une concurrence américaine qui vise à affaiblir et subordonner l'Europe. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Écoutez Pierre, les bras m'en tombent. Jamais je n'aurais pensé que le but des États-Unis était d'asservir l'Europe et de l'utiliser comme un vassal pour servir ses intérêts. Vous m'apprenez quelque chose. Je pense que nous faisons une découverte, nous et tous nos auditeurs, substantielle aujourd'hui. C'est bien évidemment ironique et ça reflète en fait, si vous voulez, le niveau un petit peu de notre classe politique. Ça fait des années que vous faites des émissions, que je fais des émissions, qu'un bon nombre de mes amis, Olivier Delamarche, Charles Gave, Philippe Béchat, faisons justement du contenu pour expliquer que l'Europe est aujourd'hui le dindon de la farce, et en fait, si vous voulez, le vassal des États-Unis. Et notre cher ami Macron, après plusieurs années à servir les intérêts américains, se réveille un beau jour et puis se dit tiens, je vais mettre des lunettes, des Ray-Ban bleues et puis je vais aller faire le kéké sur la scène internationale et je vais dire que je veux des investissements directs chinois. Alors que je vous le rappelle Pierre, il y a quelques mois, les Chinois étaient le grand ennemi de l'Europe. Je vous rappelle, les Américains étaient nos grands amis, puis les Chinois étaient nos ennemis. Maintenant, les Chinois sont nos amis, les Américains sont nos ennemis. J'ai un peu de mal à suivre. Alors, cette guerre commerciale qui semble s'annoncer, que vaut l'Union européenne face aux États-Unis aujourd'hui? Alors, il y a, si vous voulez, il y a un grand sujet pour analyser ce dossier. Je répondrai à votre question en deux temps. Le premier temps, c'est il y a un concept extrêmement intéressant de l'amiral Loïc Finaz, un amiral français, qui a remis au goût du jour ce qu'il appelle le dialogue mélien. D'accord, le dialogue mélien qui vient de la Grèce antique, c'était le principe selon lequel il ne peut y avoir, si vous voulez, de justice qu'entre deux puissances égales. C'est impossible aujourd'hui d'avoir un rapport de force équilibré ou en tout cas une discussion équilibrée entre deux puissances qui sont inégales. Et aujourd'hui, si on répond à la question du commerce international et du rapport de force entre les États-Unis et la France est totalement déséquilibré. Okay, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie européenne ne peut pas rivaliser avec l'économie américaine pour plusieurs raisons structurelles. C'est qu'en Europe, vous avez justement une énergie qui coûte extrêmement cher. Je vous le rappelle, suite aux sanctions que nous avons mises sur le pétrole et le gaz russe, nous devons aujourd'hui importer cette même énergie soit en passant par des pays tampons, donc typiquement le pétrole russe, qui passent par l'Inde ou par d'autres pays intermédiaires qui prennent une marge au passage de 10 ou 20%, je ne sais pas combien, pour ensuite nous le revendre, ou acheter directement chez les Américains du pétrole ou du gaz de schiste. Donc l'économie européenne est structurellement déficiente. Les Américains, à contrario, bénéficient d'une énergie bon marché. Puis je vous rappelle qu'en un coup de fil, ils ont été au Venezuela récupérer le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole enregistrées au monde. D'accord ? Donc le pays qui fournit du pétrole aux Chinois et qui d'ailleurs posait problème aux Américains, car ce pétrole chinois, ce pétrole vénézuélien vendu à la Chine était réglé en yuan. Et c'était là le vrai enjeu pour les États-Unis, c'était de se dire le dollar qui est la monnaie que tout le monde utilise, le fameux pétrodollar qui permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, était attaqué parce que les Chinois commençaient avec l'Arabie Saoudite, avec le Venezuela, à échanger du pétrole en yuan. Et ça, c'était problématique. On est sur deux puissances qui sont inégales et bien évidemment, c'est à mon avis un rapport de force qui est déséquilibré. Très bien pour les Américains, très mauvais pour les Européens. Donc je pense que c'est une vaste mascarade. Lors de ce discours à Davos, on a entendu le président Macron nous dire qu'on a un marché avec un pouvoir d'achat fort et une électricité compétitive.
Vous partagez le même bilan que lui ? Alors, je partage son bilan si, effectivement, son année de référence, c'est la France des années 60-70, bien évidemment. S'il nous parle de la France de 2026, je pense que notre ami Macron a effectivement des problèmes de vision, auquel cas le port des lunettes est fortement recommandé. Aujourd'hui, l'électricité en France n'est plus bon marché, non pas parce que nous n'avons pas les capacités technologiques d'avoir une énergie bon marché, mais car nous avons fait le choix de rentrer dans le système européen de l'électricité qui fait que nous produisons pas cher et nous rachetons notre propre électricité plus cher. D'accord ? Donc, pour des raisons structurelles, ça n'est pas le cas, c'est totalement faux. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Européens, l'euro est une devise qui tient, mais je tiens à vous rappeler que le pouvoir d'achat réel du consommateur aujourd'hui en Europe est en baisse, d'accord ? Le pouvoir d'achat des ménages est en baisse, on a un véritable problème de consommation qui est double. Déjà, démographiquement, la population européenne est de plus en plus vieillissante, et vous le savez Pierre, quand une population vieillit, elle consomme de moins en moins. Le pic de consommation, c'est autour de 40 ans, entre 40 et 50 ans. D'accord ? Donc déjà, les pays européens ont une démographie qui est comprise entre 40 et 55 ans, on va, si vous voulez, vers la droite de l'échiquier. Donc on a un problème structurel là-dessus. Et de l'autre, tout simplement, les revenus. Les revenus des travailleurs et des épargnants européens sont en stagnation depuis plusieurs années. Donc pour moi, c'est un faux argument. Quand on entend le ministre du Budget, Amélie de Montchalin, nous expliquer que économiquement, l'Europe n'est pas faible, c'est quoi les atouts européens ? Alors j'aimerais à ce moment-là qu'elle nous explique quels sont justement ces fameux atouts européens. Je vais vous donner un chiffre qui est très simple, mon cher Pierre. Combien pensez-vous que la France produise d'ingénieurs chaque année ? Aucune idée. Aucune idée ? 50 000. D'accord ? Combien pensez-vous que la Chine produit d'ingénieurs chaque année ? 10 fois plus ? Même beaucoup plus, c'est 2 millions par an. D'accord. La Chine produit 2 millions d'ingénieurs par an, la France 48 000, on va arrondir à 50 000. La France a un déficit structurel d'ingénieurs qui est estimé entre 15 à 20 000 par an. Il nous manque 15 à 20 000 ingénieurs par an en France pour justement faire face au sujet de transition énergétique et dans l'industrie. La force de l'Europe et la force de la France a très longtemps été son vivier intellectuel. D'accord ? On disait souvent qu'en France, on n'a pas de matière première, mais on a de la matière grise, donc on est un pôle d'innovation, on est un pôle intellectuel. Aujourd'hui, c'est faux. C'est-à-dire que des pays comme la Chine produisent 2 millions d'ingénieurs par an. Les mauvaises langues vous diront, oui, mais les ingénieurs chinois ne valent pas les ingénieurs français, très bien. Imaginons qu'un ingénieur français sur deux soit excellent, soit un génie, et un ingénieur français sur deux ait un niveau correct. Ça nous donne 25 000 ingénieurs produits par an qui sont d'un niveau exceptionnel. La Chine, avec ses 2 millions d'ingénieurs, si elle n'en a qu'1% qui sont exceptionnels, ça fait déjà 20 000 ingénieurs. Si elle a 3% d'ingénieurs exceptionnels sur son volume, ça fait 3 fois 2, 6, 60 000 ingénieurs, 3 fois plus qu'en France. Vous voyez la quantité du nombre. Donc, le pôle aujourd'hui d'innovation technologique dans le monde et le pôle d'innovation intellectuelle se trouve désormais en Chine. En Chine, qui est le pays, je vous le rappelle, qui aujourd'hui dépose le plus de brevets en termes de propriété intellectuelle dans le monde, devant nos chers amis américains, qui produisent 2 à 300 000 ingénieurs par an. D'accord ? Les Américains, 200 000, les Chinois, 2 millions, et les Chinois déposent plus de brevets aujourd'hui dans le monde que les Américains. C'était le mercredi 20 janvier. Le Parlement européen a décidé de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis qui avait été conclu en juillet dernier. Je rappelle qu'on avait conclu avec les États-Unis des droits de douane sur nos exportations de 15% et en contrepartie acheté 750 milliards de dollars de produits énergétiques, du matériel américain, 40 milliards de dollars de puces électroniques et l'investissement de 600 milliards de dollars dans les secteurs stratégiques américains. Si on refuse de ratifier cet accord, comme le Parlement européen vient de le décider, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en retour de la part de Donald Trump ? Trump, de toute façon, c'est ce que je disais en préambule de cette émission. Le dialogue mélien est un dialogue où justement la justice ne peut exister qu'entre deux puissances égales, d'accord ? Donc là, en gros, la discussion précédente, c'était les Américains qui disaient aux Européens, c'est très simple, je mets 15% de droits de douane sur vos produits, puis en échange, vous allez acheter des produits chez moi. On était doublement perdants. Les Européens disent, écoutez, non, nous ne ratifierons pas ça, on ne vous donnera pas d'argent pour ensuite nous prendre également des droits de douane. Il mettra des droits de douane à 25%, 30%, 40%. Que ferons-nous ? Nous avons mis des sanctions sur l'énergie pas chère qu'on pouvait choper de Russie.
D'accord ? Donc on rachète cette même énergie avec un premium. Un premium, c'est-à-dire une prime en français. Okay ? La seule alternative qu'on a, c'est de se fournir auprès des Américains. Si on se fâche avec les Américains et qu'on est fâché avec les Russes, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas grand-chose. Et deuxièmement, je vous rappelle que tout le matériel militaire européen aujourd'hui a été commandé aux États-Unis. Donc on ne peut pas faire décoller un avion, d'accord, en Europe, sans avoir l'aval de Washington. Les avions ne décolleront pas. On veut faire décoller les jets. Tic tic, ah bah tiens, on est sur la piste de décollage, ça ne marche pas parce qu'on a acheté du matériel américain, c'est Washington qui doit lever la protection. Donc, si vous voulez, on est bloqué. Militairement, nous sommes bloqués, et quand militairement nous sommes bloqués, on en revient au principe du dialogue mélien de l'amiral Loïc Finaz. On ne peut pas négocier correctement. On se prendra des droits de douane, on ne pourra pas faire valoir notre puissance militaire, auquel cas la seule issue, la seule sortie de l'Europe aujourd'hui, c'est de venir, si vous voulez, quémander l'arme nucléaire française. Mais encore une fois, c'est une situation très, très, très paradoxale parce que la France, effectivement, dispose d'une dissuasion nucléaire, mais la France est également en situation de faillite économique. Donc, toujours pareil, c'est une fausse bonne idée. Je pense que ça se terminera par une compromission justement de nos élites tant que nous n'avons pas d'alternative à nos partenaires américains. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une tentative de se rapprocher des Chinois, mais encore une fois, est-ce que les Chinois peuvent tout nous donner ? Emmanuel Macron aime rappeler qu'il compte sur l'indépendance de la France, sur la souveraineté des États. Est-ce que, Sylvain Tiger, vous pouvez nous rappeler si la France est indépendante vis-à-vis des États-Unis ? Vous le savez très bien, mon cher Pierre, la France n'est bien évidemment pas indépendante vis-à-vis des États-Unis. Si vous voulez, ça c'est la vision gaulliste de la France. Elle n'est plus, d'accord ? La France aujourd'hui fait partie de l'OTAN, discute avec tous les autres pays. Et puis la France ne fonctionne pas comme un franc-tireur, d'accord ? Elle ne fonctionne pas comme quelqu'un qui s'inscrit hors d'un système et d'une gouvernance établie par les États-Unis, comme ça pourrait être le cas pour d'autres pays. D'accord ? La France n'est pas la Corée du Nord. Donc, bien que les mesures liberticides qu'on a connues depuis 2020 peuvent laisser planer quelques doutes. Aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est une déclaration de communication de notre cher président sortant. Et comme d'habitude, si vous voulez, ce sont des choses qui sont absolument fallacieuses et il faut savoir lire entre les lignes. L'énergie, la finance, tous nos moyens de paiement, qui assure tout cela ? Alors, l'énergie aujourd'hui, c'est très simple, américain et historiquement les Russes, d'accord ? Donc on continuera d'acheter l'énergie chez ces personnes-là. Le système financier aujourd'hui français, c'est un système financier qui fait partie du système américain, qui est globalisé, donc les flux financiers étant mondiaux, ça on peut assez facilement dire que nous faisons partie d'un grand tout, et ce grand tout est aujourd'hui administré par les Américains aux États-Unis. Et vous me disiez sur le dernier point, donc énergie, finance et... Et puis tout ce qui est nos moyens de paiement, SWIFT, qui gère tout ça ? Tout ça, c'est la même chose, c'est le réseau américain. De toute façon, nous faisons partie, nous sommes pieds et poings liés en Occident avec les Américains. Moi, j'ai rien contre les Américains, je dis juste qu'on est aujourd'hui dans une situation où le rapport de force est déséquilibré, ça fait des années que ça dure. Ça n'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller, c'était il y a 20 ans qu'il fallait se réveiller. Aujourd'hui, on peut essayer de gesticuler, mais avons-nous les moyens de gesticuler aujourd'hui ? C'est pour ça qu'il fallait le faire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la France avait une situation géopolitique radicalement différente. C'était une puissance économique, c'était une puissance diplomatique. Aujourd'hui, elle n'est ni puissance économique et diplomatiquement parlant, nous perdons de notre superbe année après année. C'est pour ça, nous ne sommes pas dans les conditions idéales pour aller, si vous voulez, pour aller dire à Washington quoi faire. C'est ça qui me dérange dans le timing de la négociation. C'est comme si on allait négocier la vente d'un appartement alors qu'on est en plein deuil, d'accord ? Moralement, ça va pas. Et c'est exactement le cas aujourd'hui pour la France. Nous sommes en deuil culturel, économique et financier, et on doit aller se battre au pire moment pour nous. La Russie a réussi à se relever à partir de 2014, malgré les sanctions occidentales qui avaient été imposées contre elle. Est-ce que l'Europe pourra faire de même ? Bon, le cas russe est assez spécial. Il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. C'est un pays qui dispose en fait de matières premières, d'un réservoir de matières premières gigantesque. Donc, quand on a ce type de configuration, c'est totalement différent. C'est radicalement différent. En Europe de l'Ouest, vous le savez, nous n'avons pas de gisement de matières premières illimité avec du pétrole et du gaz en abondance. Donc, notre économie est intrinsèquement liée et fut intrinsèquement liée à la transformation.
Je prends les matières premières d'un pays, je les transforme en Europe dans des usines, je crée une valeur ajoutée absolument monstre. La matière première coûte 1 euro, je la transforme et ce produit transformé, je le vends 10. D'accord ? Et la transformation, les 9 euros, c'est pour moi en Europe dans l'industrie. Cette transformation, elle n'existe plus aujourd'hui en Europe. Pourquoi ? Parce que l'industrie, ça coûte trop cher en France. Enfin, en France et en Europe. L'énergie est trop chère, le droit du travail, pour toutes les raisons que vous connaissez. La transformation, on ne peut plus la faire en Europe. Et elle se fait où ? Elle se fait dans des dark factories en Chine ou dans les pays qui étaient dits sous-développés, qui sont en train de devenir des pays développés. Donc la valeur ajoutée que nous avions, la transformation, cet avantage, nous le perdons. Il faut qu'on se réinvente radicalement. On va parler du Groenland dans un instant, mais Sylvain Tiger, j'aimerais vous entendre sur ce qu'il serait bon de faire aujourd'hui pour sortir de l'ornière, dans l'état dans lequel nous sommes. Alors, il y a un sujet dont personne ne parle, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut radicalement envisager, c'est que, étant donné que l'industrie est morte en France, ou en tout cas en Europe, il faut qu'on analyse notre siècle de la bonne façon. Quels sont les grands enjeux de ce 21e siècle ? C'est l'infrastructure pour l'intelligence artificielle. C'est construire des centres de données immenses qui permettent aux grosses sociétés comme Microsoft, Google, de louer de l'espace de stockage pour pouvoir faire tourner leur modèle d'algorithme et nous prendre un loyer sur le flux de volume entrant et sortant de ces centres de données. Ils construisent des centres de données absolument fous aux États-Unis. Ils en font quelques-uns en Europe du Nord, mais pas assez à mon goût. Et je pense qu'en fait, on devrait se positionner sur l'infrastructure pour l'intelligence artificielle en donnant un cadre juridique très fort, d'accord ? Et en utilisant l'économie bon marché, on avait le nucléaire, il faudrait qu'on utilise le nucléaire pour justement fournir cette infrastructure numérique à ces sociétés. Et donc, on retomberait dans l'industrialisation, mais pas classique, matière première, machin, numérique, d'accord ? La donnée numérique, c'est de la donnée, c'est une matière première brute. Nous, centres de données, on permet de la transformer, de la stocker, de la diffuser, d'accord ? Ça serait un truc intelligent. Est-ce qu'on le fera ? Vous le savez très bien. À son retour, il y a un an à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déjà montré son intérêt pour le Groenland. Il recommence un an après avoir mis la main sur le pétrole vénézuélien. Pourquoi veut-il annexer le Groenland alors qu'il a des bases militaires au Groenland, alors qu'il pourrait demander des concessions minières ? Pourquoi veut-il en être le propriétaire ? Alors, excellente question. J'en discutais avec un ami gestionnaire de fonds justement en Suisse. Il y a trois grands facteurs qui font que le Groenland est extrêmement intéressant pour Trump. Un, avec justement la fonte des glaces, les routes de l'Arctique s'ouvre et en fait, de façon militaire, c'est une zone clé pour contrôler justement les flux entre la Russie et la Chine. D'accord ? Donc d'un point de vue militaire, c'est extrêmement intéressant pour les Américains d'être là, car ça leur permet d'être au milieu, de voir ce qui se passe entre la Russie et la Chine, et puis en fait de pouvoir intervenir dans cette zone-là. Donc d'un point de vue militaire, c'est extrêmement intéressant. D'un point de vue économique, ça permet aux États-Unis d'accéder à des terres rares. Au gaz, au pétrole, à l'uranium groenlandais. Exactement, tout ce qu'ils ont besoin aujourd'hui et qui sont contrôlés en majorité par nos amis chinois, d'accord ? Donc il y a des matières premières, mais il y a aussi des terres rares, d'accord ? Dont les Américains ont aujourd'hui besoin de façon critique pour leur industrie. Donc ça c'est les deux premiers points. Et puis le dernier point, effectivement, c'est d'un point de vue strictement économique. Comme vous l'aviez dit, il y a du pétrole, il y a du gaz, et donc ça pareil, c'est très bon pour les États-Unis. Donc militaire, terres rares, matières premières. 38 000 milliards de dollars de dette, c'est la dette américaine. Comment on fait pour acheter une île comme ça, comme le Groenland, avec une telle dette ? Écoutez, l'avantage des Américains, c'est qu'ils ont effectivement un stock de dettes aussi énorme que j'ai envie de vous dire que l'ego de Macron. En revanche, les Américains disposent de quelque chose dont Macron malheureusement n'a pas l'usage et la disposition. Ça s'appelle des B-17, d'accord ? C'est-à-dire que quand je me fâche avec l'Iran, en une après-midi, j'envoie des B-17, ils traversent le monde, ils vont bombarder l'Iran, et puis une fois qu'ils ont bombardé Téhéran, ils reviennent, d'accord ? Ça, c'est l'avantage des États-Unis. 38 000 milliards de dettes, mais des porte-avions, des B-17, un contrôle de la plus grande armée du monde, de la plus puissante. Et donc effectivement, vous êtes un pays surendetté, mais vous êtes paradoxalement le pays qui peut mettre à terre absolument tout le monde, et personne ne peut rien dire en face. C'est ça l'avantage compétitif absolument, c'est ce qu'on appelle l'unfair advantage en anglais, donc l'avantage compétitif des États-Unis. C'est leur armée, c'est leur puissance en fait militaire.
Face au projet de Donald Trump d'annexer le Groenland, les dirigeants européens ont envoyé quelques soldats sur l'île. Donald Trump a alors menacé 8 pays européens, dont la France, d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 25%, voire 200% pour nos vins et champagne. Mais donc 8 pays européens, sachant que l'Union européenne est un marché unique, comment est-ce que ces droits de douane pourraient fonctionner avec que 8 pays sur 27 ? Écoutez, en fait, en réalité, c'est un tour de passe, c'est un tour de force géopolitique. L'idée, c'est de dire à Emmanuel Macron, si tu n'es pas content, je taxe le vin et le champagne. Donc, LVMH, qui est aujourd'hui le premier employeur de France, la plus belle société française, celle qui paye le plus d'impôts en France, c'est l'entreprise qui paye techniquement le plus d'impôts sur les sociétés en France. LVMH va toquer à la porte de l'Élysée en disant bonjour mes amis, si ça continue, on va peut-être partir et ça aura des conséquences catastrophiques sur votre budget. Donc, c'est une prise d'otage, c'est une prise d'otage en disant aux dirigeants européens, vous la fermez, je fais ce que je veux et si vous n'êtes pas content, voici les sanctions. Encore une fois, Pierre, on en revient au même concept, le dialogue met lien. Il ne peut y avoir de justice qu'entre puissances égales. Malheureusement, le rapport de force est aujourd'hui inégal entre la France, entre l'Europe et les États-Unis. Et je vais vous apporter une solution. Il y a une façon clé de redevenir puissant en Europe. C'est une façon c'est un travail à faire déjà sur les 20 prochaines années. Ça va prendre du temps. C'est de reconstruire une économie forte. Et une économie forte, comment est-ce que les Chinois l'ont fait ? Ils se sont placés comme les petites mains du monde pendant 10-15 ans. Puis ensuite, les mains moyennes. Et aujourd'hui, les mains, le cerveau du monde, d'accord ? Quand vous avez un centre d'innovation tel que la Chine aujourd'hui, je suis l'usine du monde, je suis la classe moyenne du monde et aujourd'hui je suis le cerveau. Nous, on doit refaire le chemin inverse. D'accord ? Il faut Mais les dirigeants européens, c'est pas du tout leur volonté de faire ce travail-là. Il n'y a aucun projet de réindustrialisation, de relocalisation si on reste dans l'Union européenne. Je pense que le premier gros chantier que la population va avoir, parce qu'il s'agit en réalité d'un chantier et d'un travail individuel, ça va être de faire du nettoyage dans notre classe politique. Et je le dis sérieusement, il faut aujourd'hui que nous fassions le ménage au sommet de l'État et que nous n'ayons plus une élite aussi corrompue, car sans une gouvernance avec un minimum d'éthique et avec un minimum de vision sur le temps long, on ne s'en sortira jamais, malheureusement. Donc, première étape, réformer notre système de gouvernance et trouver une vraie solution pour avoir un pouvoir stable dans le temps et qui puisse nous permettre de nous projeter sur le temps long. Donc, des menaces de droits de douane de Donald Trump à hauteur de 25% en juin. Face à cela, Emmanuel Macron, lors de son discours à Davos, a estimé que l'UE devait recourir aux outils très puissants dont elle dispose en pensant à l'instrument anti-coercition. On nous parle dans les médias de bazooka économique. Comment ça fonctionne, ça ? Si vous voulez, c'est le fameux... Pierre, c'est le fameux bazooka économique qui était censé mettre la Russie à genoux, qui au final n'a absolument pas fonctionné. Ils vont essayer de faire les mêmes déclarations choc qu'ils l'ont fait avec la Russie. Ils vont menacer les États-Unis de bazooka économique, de les mettre à genoux. Je vous annonce d'ores et déjà la couleur. Nous finirons à genoux avec des incompétents pareils au pouvoir. Toutes les mesures économiques qui seront éventuellement annoncées par notre direction, c'est-à-dire par la ligne Macron, Von der Leyen et toutes ces personnes-là, seront des stratégies qui seront in fine perdantes pour l'Europe et la France, gagnantes très probablement pour les États-Unis, qui sont le pays le plus puissant du monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, on nous parle quand même de droits de douane supplémentaires, de gel de l'accès au marché public européen, le blocage de certains investissements, suspension des droits de propriété intellectuelle. Tout cela n'aura aucun effet sur l'économie américaine, dans la tête de Donald Trump. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on a essayé de mettre des taxes sur les GAFAM. En Europe, nous avons essayé de mettre des taxes sur Facebook, Google, etc. pour les montages fiscaux qu'ils avaient fait en Irlande. Trump et les États-Unis ont rappliqué, nous ont tordu la main, l'amende a été minorée et puis ils ont même dit que si on s'attaquait encore à leurs entreprises technologiques américaines, ça allait barder pour nous. On a gentiment rebroussé chemin. D'accord ? C'est la même chose. Il ne peut y avoir de justice qu'entre puissance égale. C'est une déclaration de nos dirigeants, il va taper encore plus fort, nous n'aurons pas les moyens de répliquer et nous rentrerons dans le rang comme ça a été le cas dans toutes les négociations qu'on a eues avec les États-Unis sur les 15 à 20 dernières années.
D'accord ? Donc si vous voulez, on peut se rassurer, mais dans les faits, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une compromission totale de nos élites avec les Américains. La seule issue que peuvent avoir les dirigeants européens pour créer un contre-pouvoir aux États-Unis, c'est d'arrêter de se fâcher avec les Russes et les Chinois, de faire alliance avec le triangle Delhi, Pékin, Moscou, et en fait de devenir les meilleurs amis des BRICS, et d'essayer de créer un contre-pouvoir, c'est les États-Unis tout seuls contre le reste du monde. Et éventuellement, ça peut être une solution. Mais enfin bon, j'ai quand même peu d'espoir parce que si tout le matériel militaire européen est contrôlé par les Américains, je ne vois pas comment on peut renverser la situation à très court terme en tout cas, de façon pragmatique. L'Europe est dans une situation inédite, extrêmement périlleuse. Est-ce que c'est pas le moment qu'attendent les dirigeants européens justement pour faire comprendre aux populations des États européens que le moment est venu de sauter le pas fédéraliste pour faire de l'Europe un État à part entière? Exactement. C'est une des thèses que je défendais ardemment et violemment en 2021-2022 sur toutes les vidéos que je produisais. Je disais attention, ils vont finir par créer une armée européenne, ils veulent créer un État européen parce que quand on crée une armée européenne, si on a la même armée, on a le même pays, assez logiquement. Et votre réflexion est tout à fait juste. Je pense que c'est le cheval de Troie idéal. Désigner un grand méchant, un jour c'était la Russie, aujourd'hui c'est les États-Unis, demain ça sera un autre pays. Et avoir, si vous voulez, cette espèce de sentiment ultranational. La France n'est plus que la province de l'Ouest de ce grand État européen. L'Espagne, c'est la province du Sud-Ouest. L'Italie, c'est le Sud. On va transformer ces pays en régions et effectivement créer cet espace de grand État fédéral, c'est confortable pour eux. C'est le projet des Allemands. Les Allemands en 39, 45, 14, 18, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient avoir toute une Europe pour eux. Bon, aujourd'hui, qui est-ce qui dirige l'Union européenne ? C'est Von der Leyen, c'est les Allemands. D'accord ? Ils dirigent notre armée, ils dirigent la stratégie de négociation, ils dirigent tout. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le projet vers lequel ils ont mis tous leurs efforts sur ces 20 dernières années. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que, en fait, la France a financé son propre échec, puisqu'on a mis à disposition nos ressources économiques, nos ressources militaires et potentiellement notre dissuasion militaire aux mains des Allemands. Voilà. On a des taux d'impôts très différents d'un pays à l'autre. Est-ce qu'une harmonisation fiscale à l'échelle européenne est dans leur esprit ? C'est un petit peu comme aux États-Unis. Chaque État a son niveau d'imposition. Vous avez le niveau de l'imposition au niveau municipal, le niveau de l'État et au niveau fédéral. D'accord ? En Suisse, par exemple, vous payez des impôts à différents niveaux. Je pense qu'il pourrait tout à fait mettre un système assez similaire en place en Europe, à savoir un taux régional. La France étant une région, peut-être dans le monde de demain, il y aura une taxe régionale en France, une taxe fédérale qui ira à toute l'Europe, une taxe communale pour la commune. Et c'est juste que la région France sera une région qui sera inintéressante fiscalement, et puis les gens arbitreront entre les différentes régions. C'est quelque chose d'assez fou, parce que quand on fait un État fédéral, souvent on a la même langue. On peut avoir une culture différente, mais on a un socle de culture qui est plus ou moins commun. Dans le cas de l'Union européenne, ce qui va être très compliqué, c'est qu'il y a des langues différentes, il y a des socles culturels extrêmement différents. Certains pays sont... des intérêts différents, des besoins différents. Des intérêts différents, des besoins différents. Certains pays sont catholiques, d'autres protestants, d'autres sont calvinistes. D'autres sont orthodoxes. Honnêtement, ça va être très dur. Ça va être très dur d'harmoniser tout ça. Mais enfin, après, c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire. Il y a des pays comme par exemple en Inde ou en Chine, il y a des religions différentes, les gens arrivent à... Mais il faut un État très fort quand vous avez ce genre de choses-là. Donc, on écrit peut-être l'histoire, mais je ne vois pas forcément ça d'un très bon œil, pour être tout à fait franc avec vous. Les bourses européennes ont ouvert dans le rouge après les menaces douanières de Donald Trump. Comment cela évolue ces derniers jours ? Alors, au niveau des valorisations des entreprises en bourse, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, elles ont évolué légèrement à la baisse. Mais les bourses restent globalement déconnectées et décorrélées de la valeur réelle des actifs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle en anglais les PER, les price earning ratios sont extrêmement élevés, ce qui veut tout simplement dire que les investisseurs aujourd'hui, en Europe, sont prêts à payer énormément d'années de résultats, des PER supérieurs à 15. Ça veut dire que je paye plus de 15 fois les bénéfices, les résultats d'une entreprise sur le marché européen, ce qui n'a théoriquement aucun sens dans la mesure où les entreprises européennes, fondamentalement aujourd'hui, sont à risque.
D'accord ? Le droit de propriété a été violé en Europe à plusieurs reprises, avec l'exemple des actifs qu'on a gelés, puis des actifs qu'on a saisis. Aujourd'hui, on parle potentiellement, et vous en avez parlé tout à l'heure lors de notre interview, de saisir certains actifs américains. C'est un viol du droit de la propriété. Les investisseurs ne l'ont pas encore pricé, selon moi, en bourse. D'accord ? Ça, c'est un risque géopolitique qu'on a dans des pays comme sur le continent africain. Et ça fait qu'on paye des valorisations beaucoup moins élevées. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont sous-estimé le risque juridique qu'est la détention d'actions et de titres européens. Selon une note de la Deutsche Bank, l'Europe détient 8 milliards de dollars d'obligations et actions américaines et 1300 milliards de dettes américaines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Est-ce que ça peut être un moyen de rétorsion contre les États-Unis ? Alors, comme vous l'avez dit, ils ont 38 000 milliards de dettes, donc 1 000 milliards, effectivement, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Le seul et unique vrai moyen de rétorsion, ça serait de faire un bloc et de s'allier même totalement avec les BRICS, en fait. C'est le seul moyen géopolitique d'avoir un espèce de, si vous voulez, d'une espèce de place à la table de discussion. C'est-à-dire qu'il faudrait créer un État fédéraliste européen, être 100% aligné avec les BRICS, Inde, Russie, Chine, et dire en gros, et partir sur une stratégie, c'est le monde entier contre les États-Unis. Là, il peut se passer quelque chose, mais ça demande énormément de choses. Ça demande déjà de fédérer toute une Europe, donc une Union européenne qui est très disparate. Ça demande de créer un système de gouvernance pour toute cette Europe. Ça demande ensuite de s'allier avec des gens qu'on a décriés. Les Chinois, on disait tout le temps, c'est les grands méchants, on met une taxe sur les colis mous. Enfin, il faut renverser tout ça. Ça demande de peut-être aussi se réconcilier avec les voisins russes qu'on a traités comme des méchants. C'est quand même un gros effort, vous voyez. C'est pas quelque chose qui peut se faire en un claquement de doigts. C'est une des stratégies envisageables. Maintenant, dans la réalisation de cette stratégie, ça risque d'être assez rock'n'roll, si vous voulez mon avis, Pierre. Le prix de l'or, le prix de l'once d'or a augmenté en 3 jours en prenant plus de 22 $. Comment vous expliquez cette envolée ? C'est très simple. Les investisseurs aujourd'hui sont en train, si vous voulez, de pricer le coût de la dévaluation du dollar. D'accord ? Jérôme Powell va être sorti de la Fed et en fait, Donald Trump veut une politique de taux bas pour faire de la planche à billets, racheter, donc refinancer la dette américaine en émettant du dollar et donc en dévaluant son dollar. Ce qu'il fera assez rapidement. Et quand il le fera, les Européens vont faire de même. Les Européens n'attendent qu'une chose, mon cher Pierre, c'est de pouvoir faire tourner la planche à billets pour racheter de la dette souveraine et continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. Sauf qu'ils ne peuvent pas activer la planche à billets si les Américains ne le font pas. Sinon, de façon compétitive, ils se tirent une balle dans le pied. Et donc, si les Américains le font, ça va être open bar. D'accord ? Les Américains vont dévaluer le dollar, les Européens vont dévaluer l'euro. Et la France va en profiter. Si on commence à faire un programme de quantitative easing, on va racheter de la dette française. Ça va nous permettre de continuer à vivre au-dessus de nos moyens et on va boucler notre budget grâce à la Banque Centrale Européenne au détriment de l'épargnant européen. D'accord ? Ça, c'est ce qui va se passer, à mon avis, dans les mois à venir. Les banques centrales qui vont imprimer, le dollar et l'euro qui vont se dévaluer et donc paradoxalement, votre or qui n'a pas une valeur qui monte, c'est la valeur des monnaies qui diminue. Lui, il a toujours la même valeur dans le temps, l'or. Il vaut un certain stock de valeur. Mais les monnaies diminuent, donc sa valeur contre ces monnaies qui perdent de la puissance monte. La France vit au-dessus de ses moyens depuis des années en étant dépendante des marchés financiers anglo-américains. On est justement en pleine discussion sur le budget. Le Premier ministre a finalement décidé de passer en force avec l'article 49.3. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce budget ? On nous parle de relance socialiste. Alors, ce budget est absolument catastrophique et c'est quelque chose qui profondément, si vous voulez, Pierre m'attriste, pour une raison qui est très simple. Ce budget n'a résolu aucun des problèmes structurels auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, en France, on a un grand problème, c'est ce système de retraite par répartition. Je vous rappelle que ce système de retraite par répartition a été créé selon et sur 3 données qui sont aujourd'hui absolument erronées. La première donnée, c'est la France des années 60-70 qui avait 4 à 5% de croissance annuelle. Un pays qui a de la croissance est un pays sur lequel on peut se projeter. Deuxième donnée, le ratio travailleur-nombre d'actifs. 3 travailleurs pour 1 retraité. Et troisième donnée, l'espérance de vie. Quelle était l'espérance de vie dans les années 60-70 pour un adulte en bonne santé, Pierre ? Dites-moi. 65 ans. Et quel était l'âge de la retraite à l'époque où ils l'ont créé ?
65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de la retraite, quand cette mesure sociale a été créée dans les années 60-70, c'était de donner une indemnité de fin de vie aux personnes qui ont travaillé toute leur vie en disant « Vous êtes une personne âgée, vous avez donné vos meilleures années de vie à la société, on ne vous laisse pas mourir dans la rue, voici une indemnité de fin de vie. » Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé d'un adulte français, tant mieux, c'est 75-80 ans. L'âge de départ à la retraite, ça n'est plus 65, c'est 62. La France n'a plus 5% de croissance, on est plutôt sur une récession, -1, -2 ou 0 pour les plus optimistes. Et nous n'avons plus un ratio de travailleurs pour retraités de 3 pour 1, on est peut-être à 1 pour 1, voilà, d'accord, un travailleur, un retraité. Et donc, ces données étant erronées de façon assez logique, ce système ne devrait plus exister, d'accord ? Et pourtant, ce système-là n'est pas réformé et il n'est aucunement mention de réformer ce système dans le projet de loi Finances 2026. Donc on n'apporte aucune nouveauté de ce côté-là. Et voire même, mon cher Pierre, pour clôturer l'analyse de ce budget 2026, on augmente la CSG. Donc on augmente les cotisations sociales générales. Et donc en fait, on ne réduit pas les dépenses, on augmente les impôts. Voilà. C'est à l'image de notre pays. Aucun courage politique, une rustine sur une roue qui est trouée, et l'addition, de toute façon, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui la paieront. On verra après. Vous avez une préconisation radicale pour ceux qui nous écoutent, c'est quitter la France. Quitter la France pour aller où ? Alors, encore une fois, je vous le dis, j'aime la France, j'aime l'histoire de France. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est la 5e République française telle qu'elle est gouvernée par notre caste politique qui est aujourd'hui absolument corrompue. Donc pour moi, l'esprit français aujourd'hui va survivre, mais va survivre et va s'expatrier. Je vois autour de moi de plus en plus de jeunes qui ont entre 30 et 50 ans, donc pour moi 50 ans ça reste jeune, des chefs d'entreprise qui vendent leur société et qui utilisent le produit de cession pour s'expatrier, des jeunes entrepreneurs qui délocalisent leurs entreprises et des salariés qui aujourd'hui vont travailler à l'étranger. Je vous donne un chiffre, mon cher Pierre. Un salarié en France, un ingénieur en France sorti d'école va gagner entre 38 000 à 45 000 euros par an. D'accord ? Aux États-Unis, selon les États, c'est entre 80 000 à 110 000 dollars par an. Okay. Donc quand on est jeune et qu'on a 30 ans et qu'on veut créer une famille, c'est quand même si les soins, j'entends, même si tout ce que vous voulez coûte plus cher là-bas, quand on gagne 110 000 balles versus 38, faut pas déconner non plus, d'accord ? Donc pour moi, ces jeunes vont partir. Vers quel pays ? Encore une fois, je n'ai pas de solution clé en main pour tout le monde. Je vous inviterai, et c'est un travail individuel, à vous poser les questions suivantes. Quelles sont les cultures que vous trouvez compatibles avec vos valeurs, quelles sont les langues que vous parlez, quelles sont tout simplement les compétences dont vous disposez, et à partir de ces questions-là, il sera assez naturellement, la réponse viendra assez naturellement. Si je dis une bêtise, vous êtes un ingénieur, que vous parlez français, que vous êtes catholique, libéral, conservateur, la Suisse, c'est un pays qui va vous convenir. Après, est-ce que la Suisse vous acceptera ? C'est à vous de faire vos demandes de visa. Mais voilà, et si vous êtes par exemple un financier international avec une mentalité anglo-saxonne, vous pouvez très bien aller comme moi à l'île Maurice, vous pouvez très bien aller à Singapour, à Dubaï, à Hong Kong, c'est des pays qui seront faits pour vous. Et si vous êtes plutôt quelqu'un de radicalement innovant, d'accord, un inventeur, quelqu'un qui avait plein d'idées et puis qui avait besoin de capitaux, les États-Unis, marché de capitaux le plus élevé au monde, une tolérance au risque absolument élevée, et puis c'est une terre où ils adorent l'innovation, donc créer une start-up c'est très facile, les barrières juridiques sont très faibles, d'accord ? Chacun doit faire avec ses compétences. Mais on est à un peu plus d'1 an de la prochaine présidentielle, vous ne croyez pas à une alternance politique ? Alors, ça peut paraître cynique de ma part, je vais donner de l'espoir aux gens, mais je vais en retirer sur cette partie-là. Je pense profondément, Pierre, qu'on peut voter à droite comme à gauche. Aujourd'hui, le système est fondamentalement gangréné de l'intérieur pour une raison qui est très simple. C'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mes partenaires. Messieurs, dames, vous qui habitez en France, si vous regardez cette vidéo, vous êtes très probablement salariés, chefs d'entreprise ou retraités qui avez travaillé toute votre vie. Nous sommes la cible de prédateurs. Les prédateurs d'en haut et les prédateurs d'en bas. Les prédateurs d'en haut sont les politiciens qui dépensent 1200 millions d'euros, donc 1,2 milliard d'euros, pour assainir la Seine, qui 2 semaines plus tard redevient tout aussi dégueulasse, et sur lequel il n'y a aucun contrôle, aucune sanction. Je dépense 1,2 milliard d'euros, 1200 millions d'euros, je jette ça littéralement dans les toilettes. Personne ne me demande des comptes, aucune sanction. J'achète avec de l'argent public des vestes Dior Chanel,
aucune sanction, personne ne me demande aucun compte. Je vends le fleuron industriel de l'esprit de la France, les joyaux de la couronne, les Alstom, Technip, tout ce que vous voulez. Je vends ça à des Américains, à n'importe qui, à des sociétés étrangères, aucun problème. Arnaud Montebourg, qui passait sur les médias récemment, disait une trahison en France d'un haut fonctionnaire, ça coûte entre 10 à 15 millions d'euros. C'est-à-dire ça coûte pas cher de trahir la France, disait-il. Ça veut dire que nos élites, aujourd'hui, pour 10 à 15 millions d'euros, une entreprise étrangère peut en fait leur donner un parachute doré de 10 à 15 millions et ces gens-là vont venir trahir les intérêts de la France. Ça, c'est la France d'en haut qui vous fait les poches à vous, chers travailleurs, chefs d'entreprise et chers retraités qui regardez cette vidéo. Mais il y a aussi la France d'en bas. Ceux qui font de l'optimisation, non pas fiscale, mais de l'optimisation sociale. Ceux qui cumulent toutes les aides, d'accord, RSA, CME, machin, tous les machins, tous les acronymes que vous connaissez, puis en même temps qui du coup travaillent au black, donc ils font de l'argent qui n'est pas imposé, ils tapent des aides, ils vivent correctement, puis vous travaillez sur votre salaire pour gagner 2000 euros, ça coûte 4000 à l'employeur, et sur les 2000 euros, après l'impôt sur le revenu, il reste 1800, et vous payez 20% de TVA, il reste 1400 euros de pouvoir d'achat. On en a marre. Donc vous votez à droite, vous votez à gauche, vous serez volé soit par la France d'en haut, soit par la France d'en bas, vous serez volé quoi qu'il arrive. Et donc ma réponse s'inscrit dans une réponse radicalement différente au système. Je me suis dit, quitte à aller à l'abattoir, ça sera ni gauche ni droite, je sors de ce chemin et je ne vais pas à l'abattoir. C'est mon choix individuel. Si les gens qui nous regardent se reconnaissent dans ce message, tant mieux, faites ce chemin et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Mais pour moi, c'est la réponse pragmatique. Vous ne croyez plus dans le collectif? Le problème du collectif, c'est que les gens aujourd'hui en France, exemple concret pourquoi j'ai perdu espoir, notre ami Emmanuel Macron a fait 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France. Il a tué la France sur les 30 prochaines années, d'accord, sur la prochaine génération. Hier, quand il est passé sur le World Economic Forum, qu'il a mis ses lunettes Ray-Ban bleues, tout le monde l'a acclamé en héros. Tous les dissidents sur les plateaux qui passaient leur temps à crier contre Emmanuel Macron sur leur compte Twitter « Ah, il est super notre président !» Cocorico, l'opposition contrôlée dans toute sa splendeur, d'accord ? Les parangons de dissidence qui s'inscrivaient en Jean Moulin sont devenus les pires objets de cour, les pires courtisans de Macron parce qu'il a juste mis des lunettes et parce qu'il a fait le malin. Okay, je ne crois plus en ce système, mon cher Pierre. Donc, pour moi, les citoyens français sont suffisamment intelligents, si vous voulez, et les Français, ça vient du mot franc. Le franc, franc, ça veut dire peuple libre. Okay, le peuple franc, c'est un peuple libre. Donc, je crois que dans l'ADN du Français de souche, il a cette volonté farouche d'être libre, et c'est les valeurs que moi j'ai apprises en vivant en France. Je suis né en France, c'est ce que je retiens de la France, et donc je suis persuadé que le Français, à titre individuel, est intelligent, il est capable de s'en sortir, et de s'en sortir en s'inscrivant dans un système peut-être différent, en sortant de ce système-là. Et pour ceux qui aiment le système moutonnier, écoutez, bonne chance avec les Ray-Ban bleus. Le message est passé, Sylvain Tiger. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Ultra Bourse. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette chronique que je vais intituler « Trump a-t-il raison ? L'Europe est-elle sur la mauvaise route ?» En réalité, ça fait 25 ans que l'Europe s'est engagée sur la route du déclin industriel. Alors, par rapport à la Chine, évidemment, puisque nous avons pratiquement tout délocalisé là-bas. Et maintenant, on est en train également de perdre du terrain par rapport aux États-Unis, qui ont bien compris que pour qu'une économie fonctionne, il faut, 1, de l'énergie pas chère, 2, des capitaux abondants et des gens qui ont la culture de la prise de risque. Et puis, il faut également que, globalement, le pays soit sur une logique de croissance, alors qu'en Europe, on est sur une logique
normative, une hystérie normative et une sorte de système fiscal foutraque où chacun essaye de piquer les recettes fiscales de son voisin en jouant la moins-disance fiscale. Donc les États-Unis aujourd'hui misent sur l'énergie nucléaire, alors que l'Allemagne a littéralement enterré ce secteur. Et pour être certain qu'on ne succombe pas à la tentation de relancer une ou deux centrales, on a détruit les tours de refroidissement. Il faudrait effectivement des années pour les reconstruire. La remise en route d'une centrale, ça ne prendrait que quelques mois. Les États-Unis, néanmoins, sont coincés aujourd'hui par les besoins de l'intelligence artificielle. Alors certes, l'énergie est beaucoup moins chère qu'aux États-Unis, mais ça ne va peut-être pas rester le cas. En tout cas, l'énergie bon marché, c'est peut-être terminé parce qu'il y a des besoins absolument gigantesques pour faire tourner les data centers, ce qu'on appelle les hyperscalers, tels qu'ils ont été programmés par OpenAI, Microsoft, Amazon et autres géants du secteur, notamment faire tourner les modèles Gemini. Donc les États-Unis, pour l'instant, devancent l'Europe. On avait une carte à jouer avec le nucléaire. Cette carte, on a décidé de la jeter à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui, à part revendiquer une forme d'exemplarité sur les droits de l'homme, sur le respect du droit international? Bon, on vient de découvrir que de la part de Donald Trump, ce respect n'existe pas et qu'effectivement, Trump nous met devant l'évidence que l'Europe est faible économiquement, industriellement, technologiquement et désormais géopolitiquement. Donc, l'Europe, aujourd'hui, aura beau jouer les gros bras, elle n'impressionne pas les États-Unis et le dossier du Groenland va se régler par une espèce de cote mal taillée où la souveraineté américaine sera surtout une souveraineté stratégique sur le Groenland, tandis que le Danemark, lui, conserverait une souveraineté de façade. Mais ce sont les États-Unis qui, comme ils le font depuis la Seconde Guerre mondiale, continueront de protéger le Groenland, et ce sont eux également qui feront ce que ni les Danois ni les Européens n'ont fait en un siècle, c'est-à-dire développer les richesses du Groenland. Alors finalement, si le Danemark en tire quelques royalties, la situation serait meilleure pour eux qu'elle ne l'était avant que Trump ne parle d'annexer le Groenland. Il y a quand même un précédent qui a été un vrai succès, l'annexion du Texas. Bon, là, il faut dire que les Texans avaient voté effectivement pour être annexés par les États-Unis. En ce qui concerne le Groenland, on peut comprendre que les Inuits soient beaucoup plus réservés quand on voit le sort réservé aux Inuits au Canada et surtout aux Amérindiens aux États-Unis. L'affaire du Groenland a énormément mobilisé l'attention du public, alors qu'en fait, ce qui est peut-être le plus grand danger pour les États-Unis et pour l'Europe, ce n'est pas du tout un éventuel conflit sur le Groenland, non. C'est le krach obligataire qui vient de se dérouler en début de semaine au Japon, avec des taux longs qui ont pris entre 40 et 45 points en 48 heures, sachant que depuis 30 ans, une année où les taux longs prenaient 30 ou 40 points, c'était déjà considéré comme une mauvaise année. Un trimestre où les taux auraient pris 30 points, un très mauvais trimestre. Là, mardi matin, les taux longs japonais se sont tendus de 30 points en une matinée. Voilà, pour vous situer les choses, les décalages, les écarts observés au Japon
ont été supérieurs en une séance à ce qu'ils ont été pendant des décennies en l'espace d'une année. Ce sont donc des milliards d'équivalents dollars de valeur d'épargne retraite, de bilan de la Banque centrale du Japon, d'actifs gérés par les compagnies d'assurance japonaises qui sont partis en fumée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que d'une part, ni la Banque centrale du Japon, ni les fonds de retraite n'ont maintenant les moyens d'acheter des T-bonds américains alors que le Japon était le principal acheteur, mais qu'en plus, avec une rémunération du 30 ans japonais passée en quelques semaines de 3 à 3,70%, le 40 ans est même monté à 3,91%, les emprunts longs européens n'ont plus aucun attrait, évidemment, pour les Japonais, et même pas les T-bonds américains, puisque l'écart de rendement entre le 30 ans US et le 30 ans japonais est aujourd'hui d'environ 50 points. Et cela signifie une chose, c'est que c'est la fin du carry trade, c'est la fin de la corne d'abondance pour le système financier. L'argent emprunté à zéro au Japon est placé à 2,53, 4, 5% sur des émissions étrangères. Cela donc vient de cesser brutalement, mais surtout, quel va être le coût véritable pour le Japon de ce krach obligataire? On commence tout juste à en mesurer les conséquences. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.